Merci d'être avec nous, messieurs, dames, pendant cette période particulière que traverse la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays. Eh bien, actuellement, il y a plusieurs tractations en cours pour régler cette question, ce conflit, cette guerre à l'amiable. On va prendre d'abord les questions d'actualité avant de pouvoir présenter les invités. L'Église du Christ au Congo et la Synco ont commencé des consultations pour matérialiser le pacte social et le bien vivre ensemble. Ce pacte est censé trouver une alternative à la situation d'insécurité sans bain de sang. Justement, après avoir rencontré le chef de l'État lundi 4 février, cette délégation a rencontré par ailleurs Martin Fayulu le mardi 4 février. À ce sujet, le pasteur Eric Senga, secrétaire général de la Synco, a fait savoir que Martin Fayulu a fait des observations de fond, apporté des contributions pertinentes. Nous sommes sortis d'ici avec un consensus clair sur l'importance de construire la cohésion nationale. Dans le même ordre d'idée, pour reprendre cette fois-ci la déclaration de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la Synco, déclare ce qui suit, je cite: « Nous voulons la paix, nous voulons une solution alternative à la guerre. La guerre est menée par ceux qui ont pris les armes. Ça n'aurait pas de sens de les mettre à côté et d'espérer trouver la paix sans eux. » La FCM 23 sera aussi consultée dans le cadre des consultations initiées par l'ECC et l'Église catholique. C'est une information qui n'est pas encore confirmée. Les sources sont en train de vérifier la véracité de cette information, mais c'est encore conditionnel. Si ils vont consulter sur les propos de l'abbé Donatien Cholet, nous y reviendrons avec détail dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, sur demande du chef de l'État, l'Assemblée nationale et le Sénat sont en session extraordinaire depuis le mardi 4 février. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et proposer un plan de sortie de crise sur le plan politique et diplomatique. Deuxième point, c'est la prestation des serments conformément à la loi des juges de la Cour constitutionnelle nommée par le président de la République. À ce propos, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a déclaré ce qui suit, je cite: « Le président Tshisekedi ne veut pas négocier, veut négocier, mais il ne va pas vendre le pays. » Invité sur CNN à la question de savoir si les troupes rwandaises sont en RDC, Paul Kagame a déclaré ne pas savoir si les troupes des RDF sont justement en RDC. Les Kenyans ont annoncé la tenue d'un sommet conjoint avec la SADC le vendredi 7 et le samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie, en précisant que le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi y prendront part. Mesdames et messieurs, quelle voie idéale de sortie de crise? Est-ce que les alternatives aujourd'hui proposées permettront à ce que le Congo puisse retrouver la quiétude et la paix? Une solution alternative sans bain de sang, est-ce possible? Mais à quelles conditions? Quelles sont les concessions que le gouvernement congolais peut faire vis-à-vis de cette situation? Mesdames et messieurs, les invités sur ce plateau, tous journalistes, analystes des questions d'actualité. Je commence par l'ordre d'arrivée comme d'habitude. Monsieur Moïse Moussangana, qui n'est plus vraiment présenté, ancien DG de Le Potentiel, Canal Kin. Aujourd'hui, il est spécialisé sur les questions électorales. Il s'intéresse aussi particulièrement à cette question de l'insécurité dans l'Est. Bonjour, Monsieur Moïse Moussangana, que j'appelle souvent DG. Bienvenue dans cette émission. Merci Dan. C'est depuis le début de l'année que l'on ne s'est pas vu. Bonne année. Bonne année. Merci beaucoup de prendre à nouveau part à cette émission en cette nouvelle année. Monsieur Henri Chibalanga, qui est permanent dans cette émission, journaliste également, qui suit de près cette question d'actualité. Voilà, Monsieur Henri Chibalanga, merci encore une fois d'accepter notre invitation ce jour. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci beaucoup Dan, et je suis très heureux aussi pour la toute première fois de partager avec mon aîné dans la profession. Oui. Monsieur Moïse, je crois que ce sera un bon moment pour moi, parce qu'il s'agit de parler Congo. Bien, merci. Il s'agit de parler Congo, il s'agit de parler République. Alors, quelle est la voie idéale pour sortir de crise? Sommet conjoint SADC-EAC, consultation ECC Synco, le chef de l'État veut négocier. Oui, mais avec qui et pour quelle concession?
Monsieur Moïse Moussangana, je commence avec vous. Quel est votre avis? Je voudrais me rattraper. Hein. Tout à l'heure, oui. Il fallait que je présente, que je salue mon ami et confrère Henri. Oui. Je profite de la situation, je me rattrape, je le salue. Bon. Tout à fait. Ok. Vous savez que ce n'est pas un mystère, les gens veulent faire le mystère là où il n'y en a pas. Parce que la voie dans laquelle le Congo s'était déjà engagé, c'était aussi la voie des négociations. Quand on parle du processus de Nairobi, quand on parle du processus de Luanda, c'est quoi? C'était des négociations à des niveaux bien différents. Donc, le Luanda, c'est quoi? C'est les négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui est la cause même de cette guerre. Et à un autre niveau, c'était les groupes armés, dont le M23. S'il y a peut-être problème aujourd'hui, c'est parce que les Rwandais, comme toujours, voulant toujours amener de la confusion, veut maintenant greffer le M23 dans les négociations entre États. C'est ça tout le problème. Je veux bien parce que j'ai entendu, vous venez même d'évoquer la phrase du président de l'Assemblée nationale, Caméré. Le président veut négocier, mais pas pour vendre le pays. Mais il y a quand même un peu de malice dans cette déclaration, dans le sens où si que le président à sa demande que le Parlement, et plutôt le Parlement se réunisse à titre et une décision exceptionnelle, extraordinaire. Je crois que c'était un manquement même dans les chefs de ces deux institutions. Parce que, en principe, ces institutions, parce que la loi leur permet de convoquer des séances extraordinaires. Il suffit d'un bon nombre de parlementaires pour que cela en soit ainsi. Mais le fait que il faudrait que le président leur rappelle pour que eux les tiennent, il y a quelque chose quelque part. Donc ça voudrait dire que face à la cause du Congo, toutes les autorités, toutes les institutions n'ont pas le même regard. Ils n'ont pas le même regard. Qu'est-ce que vous privilégierez, vous? Quand vous observez la scène politique, vous privilégierez quoi? Écoutez, je voudrais dire... C'est compliqué à prononcer. Je voudrais dire ceci. Parce qu'aujourd'hui, il faut saluer la mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés dans ces drames L'ONU évoque 900 morts. Mais non, c'est 3000. 3000 plutôt, 3000 morts, excusez-moi. 3000 morts. Donc, pour libérer le pays, Nanga, parce qu'il doit avoir sa contrepartie. Comme le cardinal avait dit autrefois, les autres ont pris des armes parce qu'ils n'ont pas eu leur contrepartie. Donc pour avoir leur contrepartie, il fallait faire ces carnages-là qu'il y a à Goma. C'est vraiment cynique, même de la part des gens qui les ont soutenus à un moment donné et qui aujourd'hui viennent nous présenter des dialogues qui ne sont en fait qu'une poudre de perlimpinpin. C'était même de la malice, dans ce sens que, et quand tu vas même dans leur démarche, déjà quand les évêques vous disent que non, nous ne pouvons pas désigner les saints et le diable, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans une cause, les gens n'ont pas fait la même chose. Les reproches aux uns ne sont pas forcément les reproches aux autres. Alors, dire que non, on ne peut pas qualifier les uns des saints, les autres des diables, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, les évêques, comme le pasteur de l'église du Christ au Congo, ont attendu plus de 5 jours pour réagir après avoir rencontré le président de la République, alors qu'on a vu le cardinal Ambongo nous a habitués avec des déclarations intempestives, même dans les chaînes internationales, pour vilipender les gouvernements. Mais qui condamne aussi. Mais il doit condamner, parce que beaucoup de personnalités à travers le monde l'ont fait, les États l'ont fait. Et pourquoi lui ne peut pas le faire? C'est 4 jours après, 5 jours après,
qu'ils se permettent là, à travers un chiffon de papier, pour dire qu'ils font une déclaration. Non, c'est une façon même de se moquer de cette population. De se moquer de cette population. Aujourd'hui, on peut aller à gauche ou à droite, on connaît, cette fois-ci c'est un peu clair, on sait que les problèmes, c'est les problèmes de minerais congolais. Tout le monde l'a dit. Vous avez suivi dernièrement, La voie du dialogue sont... Vous avez suivi dernièrement au Sénat français. Oui. Il y a un sénateur, je ne sais pas moi, André Christophe Frassas, qui l'a dit. Et en réponse, le ministre français des Affaires étrangères a dit que, au fond, c'est les problèmes minières et les problèmes économiques. Mélenchon et... Oui, vous avez suivi même Marine Le Pen, la radicale Marine Le Pen, ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Elle a dit que l'Europe est receleur de minerais qui viennent du Congo. Donc voilà tout. Et puis vous pouvez voir la chronologie des faits. En février, l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda sur la traçabilité sur les mines et consorts. En fait, c'était le feu vert qu'il donnait au Rwanda pour mettre la main sur les minéraux du Congo. Et au mois d'avril, le fin avril, donc le 30 avril, c'est le Rwanda qui prend la grande mine du coltan au monde, Rubaya et consorts. Et aujourd'hui, il est démontré, documenté, qu'au moins 150 tonnes de minerais du coltan, traverse la frontière. Mais voilà le nœud du problème. Voilà, c'est ça le problème. Mais les évêques ne peuvent pas venir pour nous dire que non, voilà, on va faire... Donc, d'ailleurs, une négociation, qui me connaît, ce que les uns et les autres ont fait, c'est une négociation vouée à l'échec. Ici, c'est quoi? Parce que les évêques veulent faire voir que le problème est strictement interne. Non. Le problème n'est pas strictement interne. C'est là où ils veulent nous envoyer. Je l'ai suivi encore. J'ai suivi le pasteur Senga de l'ECC. Le problème n'est pas interne forcément. Le problème international est externe. Et l'extérieur manipule à l'intérieur pour légitimer certaines rébellions. C'est ça, c'est connu. C'est connu. Alors, c'est-à-dire que la voie dans laquelle s'engage le cardinal Ambongo et les autres, c'est refaire ce qu'on a fait autrefois. Dans le passé par Kabila. Oui, c'est refaire ce qu'on a fait autrefois, les dialogues, parce que je l'ai suivi. Il a dit qu'on va même corriger les dialogues, dans ce sens que les dialogues là ne sera pas une occasion de partage du pouvoir. Vous pensez réunir ces politiciens-là, ils ne vont pas parler du pouvoir. Donc vous comprenez que ils ne comprennent pas d'ailleurs leur propre démarche, parce qu'il y a eu beaucoup de hicks dans ce que Senga a dit ce matin sur Top Congo. Il y a eu beaucoup de hicks et consorts. Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont mener. Mais ce qu'il y a ici, c'est ce que je peux dire. C'est ça, les églises, les deux églises doivent laisser leur côté hypocrite qui sert à positionner les leurs qui sont dans la classe politique pour avoir un positionnement politique. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Donc, moi, je voudrais dire... C'est un positionnement politique. Merci beaucoup. Ils voudraient positionner politiquement certains de leurs poulains en perspective des échéances qui vont suivre. Voilà. Monsieur le DG, comme j'aime bien vous appeler, Monsieur Moïse Moussangana, pour cette lecture, on va revenir incessamment. Je donne en tout temps la parole à Monsieur Henri Timbalanga qui va également réfléchir à ce propos. Quelle voie idéale pensez-vous que la République ou les autorités peuvent prendre pour justement résoudre cette question, ce conflit, parce que il y a les consultations de la CENCO et l'ECC, il y a le sommet conjoint EAC-SADC, il y a aussi une voie interne des personnes qui disent que toutes les voies sont un piège pour le Congo. Il faut que la République se prenne en charge en combattant l'ennemi qui est déjà sur notre territoire. Quel est votre avis par rapport à ça? Merci Dan. Je pense que je ne serai pas regardant du même œil que mon aîné Moïse, simplement parce que d'emblée je note qu'il revient plus sur, il comptabilise les erreurs ou les déclarations ou les prises de position des évêques. Et je pense que si on doit prendre cette attitude-là, on va le faire également pour le président de la République, qui à un certain moment, il a pris une série de décisions lesquelles lui pensait que c'était des bonnes décisions, mais au final, ça se révèle que c'était des décisions
en faveur de l'ennemi. Entre autres. Un petit rappel par rapport à ces décisions comme ça. Oui, regardez par exemple la décision d'adhérer à l'EAC. Ce n'était pas une bonne décision pour le Congo. Aujourd'hui, l'EAC se révèle être le grand ennemi de la RDC. Parce que l'EAC appuie le M23 et donne et impose que le dialogue soit direct entre la RDC et le M23. La Tanzanie, c'est le Soudan du Sud, le Kenya, Rwanda, Burundi, vous voyez, et l'Ouganda, qui ne sont pas des partenaires fiables, ils sont des hypocrites. Lui-même a eu même à le dire à Ruto que tu as mal géré la situation. Et quand vous prenez même les déclarations de Ruto, il se joue de la RDC. Et aujourd'hui, c'est clair qu'ils sont derrière Kagame. Le fils de Museveni l'avait dit, et on le constate dans le comportement de Museveni, que c'est lui qui va attaquer le M23, et bien nous, en tant que l'Ouganda, l'armée ougandaise sera derrière. Vous voyez. Mais l'EAC demande au gouvernement de négocier directement avec le M23. Avec le M23. Voilà. C'est une mauvaise posture. Mais écoutez... Ça prouve qu'ils sont derrière le M23. Mais tout à fait. Et quand vous allez même au-delà, l'Union africaine, dans son dernier communiqué, où il qualifie le M23 d'opposition politico-militaire. Voilà. Et donc, on vous dit, vous devez négocier avec l'opposition congolaise. C'est-à-dire, ils effacent cet aspect-là. Alors que Félix Tshisekedi dit, je ne veux pas négocier avec le M23 parce que c'est Kagame qui va dicter son agenda à travers eux. Le même EAC parce que, selon certains analystes, ils ont compris que le gouvernement congolais reste méfiant vis-à-vis de l'EAC. William Ruto, en tant que président en exercice de l'EAC, a demandé à la SADC qu'ils aient un sommet conjoint, SADC-EAC. Est-ce qu'on devra faire confiance à ce sommet conjoint? Ce sommet-là ne va pas apporter grand-chose. D'abord, ils sont en conflit. Vous n'avez qu'à voir, les troupes de la SADC ne sont pas dans la même logique avec l'EAC qui est à connotation Tutsi. Vous voyez, d'abord, de par ces deux facettes-là, vous allez vous rendre compte, souvenez-vous avec l'histoire de Musée Laurent Désiré, qui était allé vers la SADC, et c'est la SADC qui était venue combattre, stopper les rébellions des... On a la SADC sur place, on a Sami DRC. Mais la SADC est en train de subir une pression, d'une part, des États-Unis, qui agissent derrière le Rwanda. Souvenez-vous, lors de la commémoration, la dernière commémoration du génocide au Rwanda, quand Ramaphosa était là-bas, il y avait tout le monde, les Bill Clinton et tous les grands de ce monde. Et à notre grande surprise, c'est là que Ramaphosa change de discours en disant que le problème de l'Est de la RDC, on ne va plus résoudre militairement, ce sera politique. Donc c'était facile de comprendre que là-bas, c'est de là qu'il a subi des pressions pour que vous devez changer cette position-là. Vous voyez, bon, dernièrement, il y a eu escalade verbale entre Rwanda et l'Afrique du Sud. Et d'où viendrait cet entêtement-là du Rwanda? Et après, quand Kagame dit ouvertement que ben, si vous voulez venir en guerre contre nous, on va y aller. Et quelques 2 ou 3 jours, c'est Museveni qui entre des troupes par Butembo, bien que le porte-parole du gouvernement, il dit que non, c'est dans le cadre de cette mission-là d'attaquer les ADF Nalou, ce qui n'est pas compréhensible. Parce que les mêmes rebelles dénombrés, selon même l'Ouganda, qui sont au nombre de 2800 ou 3000, d'abord, l'armée ougandaise est sur le terrain, ça fait plus de 3 ans, ils n'en arrivent pas au bout. Il faut encore ajouter des troupes ougandaises, mais non. Sinon, ils auraient appuyer les FRDC avec toute cette bataille qui leur passe par le nez pour aller jusqu'à attaquer Goma. Mais l'armée... Eux sont au Sud Kivu, hein, l'armée... Mais non, mais ils sont... Écoutez, ils sont partenaires de la RDC vis-à-vis de cette insécurité-là. Parce qu'ils sont au Sud Kivu. Mais maintenant, quand on parle de tout ceci, s'il faut aller en négociation, on ne va pas citer le cas de Goma parce que ça pose problème. Ils vont dire que non, Goma, là-bas, nous sommes au Sud Kivu. Mais non. Quand la rébellion est entrée, c'est par le Nord Kivu. Ça a commencé par là. Et ce sont les portes de Museveni. Donc je voudrais dire, pour revenir un peu à cette histoire de dialogue, moi je trouve que à un certain moment, on ne doit pas seulement, à chaque initiative, d'emblée se lancer dans la
comptabilité des erreurs des uns et des autres. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais les CC5O, quelle est votre approche sur les CC5O? Les consultations qui commencent, s'ils étaient chez les chefs de l'État, hier chez Fayoulou, certainement ça va aller vers tous les acteurs politiques. Nous sommes dans une phase d'âne qui demande des grandes réflexions à tout niveau. Donc, tout Congolais, Vital Kamerhe l'a même dit, quand le président de la République a saisi les deux chambres, c'est pourquoi que eux maintenant réfléchissent pour donner des pistes de solutions. Parce que là où il doit aller, c'est clair maintenant qu'il va aller aux négociations. Mais il y va avec quel, je peux dire, agenda. Est-ce qu'on va dire que l'Assemblée nationale et le Sénat ont reculé parce qu'à l'époque de Mbosso, ils avaient fait des formulations de recommandations au gouvernement que pas question de négocier avec les terroristes? Est-ce que vous avez l'impression que cette session est une façon de faire un recul, ce sont des réalités très dures dans le monde politique et au regard des méandres qui entourent cette histoire de l'Est. Regardez, Trump qui arrive, une certaine opinion congolaise pense qu'il viendra tout de suite pour la cause de la RDC mettre fin à la guerre. On lui pose une question par un journaliste au sujet de cette histoire de Rwanda. Il dit non mais c'est un problème sérieux. Il refuse d'en parler parce que derrière lui il y a Israël qui est avec Kagame et je ne pense pas que ça va nous être facile. Donc moi je ne voudrais pas aller dans le sens de rappeler que, écoutez Félix, vous aviez dit jamais, jamais. Alors qu'en politique, quelqu'un nous avait dit, Lambert Mende pour ne pas le citer, qu'on ne dit jamais en politique, jamais, jamais. On peut évoluer sur base de certaines donnes qui interviennent du jour au lendemain. Parce que si hier, par exemple, il y avait de façon même pas individuelle, les Européens n'en parlaient pas, les députés. Bon, maintenant, au niveau des individualités, ils en parlent contre le Rwanda. Maintenant, c'est un problème d'amener cela au niveau de leurs institutions. D'accord. Merci beaucoup, M. Henri Tchimbalanga. Alors, je passe la parole à M. Moïse Moussangana. Vous êtes contre le sommet conjoint de la SADC et EAC. Vous êtes contre les consultations de l'ECC5O. Concrètement, en cette période de crise généralisée, quelle recette proposerez-vous aux autorités? Est-ce que vous m'avez très bien suivi? J'ai l'impression que vous ne m'avez pas très bien suivi. Je n'ai pas dit que j'étais opposé à ceci, à cela. J'ai commencé par faire savoir que la négociation, elle était déjà dans l'agenda du président. Quand on parle du processus de Luanda, quand on parle du processus de Nairobi, c'est quoi? C'était pas la guerre, c'était les négociations. Je crois que je vais me faire comprendre. Oui. Je voudrais dire ceci. J'aimais ce qu'Henri venait de dire. J'aimais ce qu'Henri venait de dire. Mais il y a un pas, il y a quelque chose dans ce qu'il a dit qu'il n'a pas dit. C'est la lecture géopolitique. Parce que quand les Rwandais gonflent et consortent, ce n'est pas le Rwanda qui parle. Ce n'est pas le Rwanda qui parle. Parce que même cette guerre, même si on a perdu des milliers de gens, mais il y a aujourd'hui une évidence que le Rwanda est aussi vulnérable. Parce qu'il y a quelques téméraires de soldats congolais qui ont pu pénétrer dans le territoire rwandais. Ce qui n'a jamais été fait depuis tout ce temps. Mais c'est aujourd'hui une évidence que le Rwanda est aussi vulnérable. Que demain aussi on peut taper dans le Rwanda. Je ne suis pas partisan de la guerre, mais aujourd'hui, Kagame, je crois qu'il doit déjà... Sa main est invaincue, mais sa main n'est pas invincible. Je crois que... ces textes-là de Homer, je crois que doit revenir aussi maintenant dans la pensée de Kagame, dans l'esprit de Kagame. Donc, je voudrais dire ceci. Ce que moi je voudrais dire, on veut s'écarter du vrai problème. C'est ça ce que moi je dis. Le vrai problème, c'est les minéraux du Congo.
Il faut lire même Charles Onana dans son livre Holocauste sur le Congo. Oui, il vous dit déjà qu'au moment où c'était déjà la phase 1 de l'attaque du Rwanda, de l'attaque du Congo par les Rwandais, c'était déjà le génocide. On vous dit déjà, il faut lire les livres d'Onana. Il parle du plan de balkanisation. Oui, c'était déjà, ce génocide a permis au Rwanda d'attaquer le Congo parce qu'il poursuivait les gens méchants qui étaient venus au Congo. Mais c'était déjà le début d'un complot qui était déjà ourdi sur le plan international à un moment donné. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il ne faudrait pas qu'on se perde dans des histoires qui sont inutiles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on arrive à former un gouvernement d'union nationale. Il change quoi par rapport à la donne initiale? Non, non, ça ne change rien parce que nous avons des problèmes aujourd'hui. Parce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas dire sur la place publique et consorts, mais on peut reconnaître néanmoins que notre armée qui est en train de prendre un peu de poids, c'était une armée qui avait des problèmes, qui a des problèmes avec tout ce qu'il y a eu comme mixage, brassage et consorts. Je crois que vous avez vu des images que je ne sais pas évoquer ici. Verrez-vous des erreurs dans la personne du chef de l'État, des erreurs commises, écoute, on a parlé par exemple, Henri a parlé par exemple de l'EAC. L'EAC, l'intégration de l'EAC. Oui. Je crois qu'il faut toujours faire une lecture instantanée. Et il y a aussi une lecture d'après. Parce que je suis en train de vous dire, retenez ça, que si le pouvoir au Kenya n'était pas passé entre les mains des Tutsis, les choses n'allaient pas être ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce sont peut-être des choses qu'on ne dit pas. Mais il faut le savoir, que quand Hutu, qui c'est... Kenyatta. Quand Kenyatta était au pouvoir, il y avait une certaine façon de voir les choses et de faire les choses. Mais pour vous, vous soutenez l'adhésion de la RDC à l'EAC? C'est pourquoi j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Il faut me comprendre bien, il faut comprendre bien ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit ceci, que s'il n'y avait pas eu ce passage de pouvoir d'un Hutu à un Tutsi au Kenya, les choses allaient être tout autres. Parce que tout ce qui a été commencé avec les Kenyans, c'était avec Uhuru Kenyatta, oui. Et voilà, tout s'est envolé avec cette passation de pouvoir. Peut-être le Congo aurait souhaité que c'est lui qui était soutenu par Odinga passe, oui. Les choses seraient autrement. Donc ce sont des choses peut-être que même le gouvernement ne peut pas se lever pour pouvoir dire. Parce que si les choses s'étaient passées comme je suis en train de le dire, oui. Il n'y a personne qui aurait dit que voici il est assez... Mais puisque vous avez identifié le problème qui sont les minerais, ouais. Comment on fait actuellement? Comment on fait actuellement? Oui. Comment on fait? Oui. Il y a ici, c'est ça même une matière qui est même parfois méconnue deux autorités congolaises, oui. Et elles font des erreurs à cette époque. Vous savez, Vital Kamerhe était l'année passée, je crois, novembre-décembre, en Côte d'Ivoire, devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Il a soutenu que le Rwanda était premier producteur du coltan, alors que ce n'était pas la vérité. Le Congo, depuis 2017 jusqu'à 2023, le Congo est premier producteur du coltan. Mais vous allez voir qu'à partir de 2023, quand les Rwandais ont pris Massissi, leur production de coltan a commencé à augmenter. Et je crois qu'en 2024, ils doivent être passés premiers producteurs parce qu'ils ont le Rubaya, qui détient 15% du coltan du monde et consorts, et les environs. Donc, voilà, ça dit que quand on ne connaît pas ça dès le départ, quand on ne connaît pas ça dès le départ, et quand on ne sait pas comment le monde du coltan là fonctionne, il y a lieu qu'on prenne des décisions
qui ne sont pas, comment je peux dire, adaptés, rationnels. Voilà. Donc c'est cela. Donc, or, quand Vital Kamerhe a dit ça, le président Kamerhe a dit ça, moi je fais une note technique que j'ai déposée à son bureau à l'Assemblée nationale pour lui faire voir que ce qu'il a dit, c'était erroné. Je même joins à ma note les statistiques de l'organisme américain US Geological Survey. C'est l'organisme américain qui est en train de suivre tout ce qui se passe comme mouvement de minerais à travers le monde, parce que vous savez que les Américains tiennent sur le coltan, parce que vous vous imaginez que si les Américains n'ont pas le coltan, mais c'est leur industrie de communication et leur industrie de la défense qui est attaquée. C'est ainsi que les Américains font de cette histoire du coltan l'affaire nationale. Il y a eu en 2010, 2011, la loi Dodd-Frank pour essayer de réglementer une matière qui est au Congo, mais ils ont essayé de réglementer cela. Donc, c'est pourquoi je dis, il faudrait que les gens sachent quels sont les grands problèmes qu'il y a. Vous avez vu... On y reviendra. Donc, vous avez vu, c'est pourquoi je dis ça. Oui, vous avez vu, par exemple, le monde du coltan, c'est un petit monde là, où il y a peu de gens qui sont en action. Oui. Et vous allez voir des gens tels que le milliardaire américain... Elon Musk. Non, je parle de George Soros. Oui. Avec l'ONG à sa solde Global Witness. Vous voyez comment il se lance toujours dans la diabolisation des minéraux du Congo. Parce que vous allez voir que dans certaines entreprises qui exploitent les coltans, telles que Traxys, Mintera, il y en a, il est actionnaire là-dedans. Donc, c'est-à-dire que les Congolais ne voient pas plus loin que leur nez. C'est pourquoi j'ai dit que ce qui est entamé comme démarche là, ce n'est que la poudre de perlimpinpin, parce qu'on ne va pas au fond du problème. Le problème est beaucoup plus géopolitique, géoéconomique et comme ça. Les Rwandais, c'est une main qu'on utilise pour essayer un peu de masquer la méchanceté des Européens. Vous avez vu même, la Chine a été embarrassée de prendre une décision au Conseil de sécurité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, mais on est limité par le temps. En tout cas, c'est très important ce que vous dites. J'espère que ça va tomber dans les bonnes oreilles. Pour que solution soit trouvée définitivement à ces problèmes, ça devient un cycle infernal qui ne fait que revenir après un temps relativement court, 2 ans, 3 ans après, ça revient. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher encore des négociations, comme on le faisait en 2012, en 2013, après la chute de Goma en 2012. On cherche des négociations régionales, internes. C'est la répétition de l'histoire. Quel est votre avis par rapport à ce problème, monsieur Henri Tshimbalanga? La solution définitive, parce que les Congolais sont morts et meurent vraiment depuis presque 30 ans et par millions. Ça peut être quoi la solution définitive à ce problème? La solution définitive, Dan, passerait par d'abord l'organisation de la société congolaise en interne. Je vais en revenir. Mon aîné Moïse a évoqué la problématique de nos minerais. C'est un vieux problème, tout à fait vrai. Nous sommes en 1945. Lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est alors que les États-Unis, avant d'arriver à tout ce qu'ils ont fait récemment, que les États-Unis ont déclaré matière stratégique le coltan congolais. Mais à cette époque-là, nous-mêmes Congolais, je ne pense 51. même... En 45, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on savait même ce que c'était? Voilà, c'est pour dire. Et dans les temps actuels, pourquoi j'ai évoqué l'organisation de notre propre société par nous-mêmes? Nous venons de confier à la France encore cette tâche de venir faire la cartographie géologique de tous les minéraux que contiendrait le sous-sol congolais. Il n'y a pas une année. Et vous pensez que quand on engage encore, on prend de telles décisions, et quand la France va s'engager, investir des millions dans cette opération, donc, premièrement, elle sera détentrice de tous les secrets que nous-mêmes, on n'aura pas. Elle peut nous en cacher même le fin fond de tout ce travail-là et nous donner peut-être un rapport superficiel. C'est
aussi toujours dans cette optique-là que mon aîné Moïse a soulevé, la problématique de nos minéraux. C'est pourquoi moi je pense que tant que la société congolaise, la nation congolaise, ne fonctionnera jamais de façon normative, eh bien, on connaîtra la répétition de l'histoire. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que, par ce que le vieux a dit, qu'il y a des éléments qui ont accédé à Kigali ou au Rwanda et que ça n'a jamais été auparavant. Mais je dis non, l'histoire ne nous dit pas ça. Comment ça? Mais sous Mobutu, à combien de fois Kagame et les siens ont tenté de renverser Abiyarimana. Et Abiyarimana n'a eu vie sauve que par l'intervention de nos militaires, de notre armée, à l'époque phase. À plus de 3 fois, ils ont été battus sur le sol rwandais pour protéger Abiyarimana. Vous voyez, c'est pourquoi même quand on a nommé Constant Ndima, gouverneur militaire au Nord Kivu, mais James Kabarebe a repris le tableau de Constant Ndima pour dire que c'est l'un des lieutenants du général Mayele, les gens qui nous ont fait souffrir à l'époque de phase. Eux, ils n'avaient rien à nous dire. Ils ont profité de la désorganisation de la société congolaise. Moi, je pense que oui. Donc, tout ceci est du fait de la déstructuration de la société qui était organisée quand même à cette époque. D'une part, oui. Pourquoi? Mais Félix Tshisekedi le disait aux députés une fois, on était encore, je pense, à son premier mandat. Il dit ceci, je pense que ma mémoire ne va pas me trahir, pour répéter in extenso. Il dit, l'extérieur va continuer à chercher des répondants parmi nous. Et ils vont même continuer à exploiter nos minéraux à travers des seigneurs de guerre. Si nous continuons à être divisés, eh bien, on sera toujours contraint à vivre cela. Et moi, je ne suis pas prêt à vivre tout cela. C'était les paroles de Félix Tshisekedi devant ses compères, les députés de l'Union sacrée à l'époque. Et il est allé plus loin en disant que quand ça sera épuisé, ils vont nous abandonner comme ils l'ont fait avec la Somalie. Encore une fois, le problème des minéraux que le vieux a évoqué. Maintenant, quelle est la politique nationale que nous, en tant que nation, au regard de ce qui arrive de l'extérieur, parce que c'est parce qu'ils trouvent des répondants, soit ils trouvent des failles qu'ils exploitent. Dan, comment expliquer, vous avez évoqué 30 ans, Kagame est le même agent qui agit par les mêmes méthodes. On va finalement répéter ça combien de fois? Les mêmes tactiques, les mêmes procédures. Et il arrive toujours au même résultat pendant 30 ans, ce Kagame-là. Est-ce que le Congo a déjà eu le temps de s'asseoir pour commencer à étudier le fonctionnement de cet ennemi qui nous est visible, avant de penser à l'ennemi invisible? Donc la principale cause, selon vous, elle est interne. La cause principale, donc c'est d'abord nous, peuple congolais. Que faisons-nous de notre société à tout niveau? Avons-nous une politique nationale? Mais les États-Unis ont des départements qui étudient la Chine tous les jours pour savoir, parce qu'ils se disent, mais la Chine risque de nous détrôner si on ne fait pas attention sur le plan économique. Et ils étudient, ils sont là déjà payés pour faire ces études-là. Ils passent, mais ils laissent des tableaux. Le vieux a évoqué ici une autre technique. Mais ça voudrait dire quoi? Ce sont des intelligences qui ne sont pas dans les institutions, mais qui peuvent donner, contribuer à ce que les officiels peuvent exploiter. Mais qui avait fait que les États-Unis arrivent à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale face au Japon? Parce que le Japon dominait dans l'axe. La Chine ici était sous les griffes du Japon ainsi que le Corée. Ça ne parlait pas. C'était sous l'emprise du Japon. Mais c'est grâce à la frappe américaine que la Chine s'est retrouvée maintenant libre. C'est un juif, Albert Einstein, qui a écrit à Theodore Roosevelt. Donc je voudrais dire, les intelligences peuvent partir de partout, mais dans le sens de faire on appelle ça en anglais le think think, donc des banques, des données d'idées. Est-ce que vous êtes sûr que votre note technique-là a été exploitée? Alors, nous sommes quel genre de société? Parce que si ça a été exploité, on allait vous appeler, venez un peu nous en expliquer autant que ça. Mais ça ne se passe pas, donc nous ne sommes pas un État normatif
qui ne fait pas attention. Mais la France, elle est ce qu'elle est. Grâce à quoi? Aux idées. Elle a quel minerai? Mais elle exploite les minéraux de ceux qui détiennent les minéraux, mais qui n'ont pas d'idées, qui ne réfléchissent pas sur eux-mêmes. Donc si aujourd'hui on s'organise en interne, les problèmes vont diminuer et nous serons en mesure de se protéger. Mesdames, Dar Salam, Senko et CC, c'est de la distraction. Écoutez, est-ce que nous on doit aller prendre Museveni ici, l'Ouganda, pour venir nous construire des routes? Et on nous dit ça officiellement. Il a quelle expertise en matière de construire des routes? On n'a pas ici des ingénieurs qui peuvent le faire. Vous comprenez comment nous fonctionnons. Donc nous ne savons pas d'abord notre propre valeur pour commencer à se définir par des politiques appropriées. Le Rwanda a quel effectif? Donc, accuser les autres, c'est un peu... Non, on ne doit pas commencer par là. On doit commencer par nous-mêmes. Nous sommes trop négligents et nous prenons des décisions qui, à la longue, nous amènent des difficultés. Mobutu, c'est dans son orgueil de protecteur d'Abiyarimana qu'il a signé cette histoire-là de nationalité collective. Mais les gens à qui il a fait bénéficier de cela, dans leur tête, il n'était pas question d'intégrer dans la société congolaise, mais d'obéir à leur objectif. Aujourd'hui, il est vrai, le problème des minéraux est qui se résout en quoi selon eux? Il faut nous chasser du Grand Kivu pour que les Congolais soient remplacés par les populations rwandaises. C'est ce qui se passe avec les Palestiniens. Les États-Unis font ça. Vous chassez les autochtones pour aller les planter en Égypte et ailleurs. Mais c'est la même chose. Ils n'auront jamais pitié de nous. Israël et Netanyahou est avec Kagame. Merci. C'est-à-dire que ces gens-là sont trop dangereux parce que notre société congolaise n'a jamais été organisée. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. On va prendre le dernier tour de table chacun pour finalement conclure. 6 minutes chacun pour pouvoir justement conclure et mettre fin à cette émission. Je te donnerai même 7 minutes à chacun pour finalement conclure. Parce que la matière est abondante et le débat est houleux. Et le peuple est en train de suivre avec attention et pour comprendre et tirer les leçons vis-à-vis de cette question. Monsieur Moïse Moussangana, d'où placez-vous la responsabilité des Congolais dans cette affaire, dans ce qui nous arrive? Où placez-vous la responsabilité des Congolais? En premier lieu, en second lieu, ou bien elle est marginale selon vous? Donc, je voudrais d'abord commencer par dire que, quelque part, je crois que mon confrère Henri m'a rejoint parce qu'il a compris que le problème est fondamentalement géopolitique. Hein. Oui. Il a compris cela. Oui. Donc, nous, ce qu'il a dit par ailleurs sur la société qu'on sort n'est pas forcément faux. Non. Oui. Et pourquoi? C'est parce que je répète ce qu'il a dit, et ce que Tshisekedi avait dit autrefois. Il n'avait pas dit ne restons pas divisés, il avait dit distraits. Et effectivement, les gens sont distraits. Donc, ce n'est pas ce genre de forum où les gens vont parler du pouvoir que les gens vont prendre conscience de ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire. Nous avons dit autrefois, et parce qu'il en a parlé, des think tanks et consorts, nous avons parlé une fois, nous avons même écrit que nous sommes le seul pays, nous sommes un pays où qu'on est en train de combattre par un autre, qui a un desk spécial sur le Congo, alors que le Congo ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'au départ, les gens ont été distraits. Les gens n'ont pas compris. Les gens ont pensé qu'on vient leur donner le pouvoir, alors qu'en réalité, on ne venait pas leur donner le pouvoir. Par exemple, on commence par le début, avec Moussé Laurent Désiré Kabila et consorts. Quand il a voulu se libérer, c'était peut-être tard. Et vous voyez que sa mort est survenue par après. Donc, c'est quoi? Et quand vous voyez... Laisser arriver l'AFDL était une erreur fatale. Oui, c'était une erreur fatale. Et cela aussi a été favorisé par le régime Mobutu, bien que décadent,
mais à penser, comme Mobutu l'avait dit, après moi, c'est le déluge. Et finalement, en principe, c'est le déluge que nous sommes en train de vivre. Parce que le pays a été organisé de telle sorte qu'il n'en est rien, en fait. Et quand l'AFDEL entre ici, quelle est la première chose qu'ils ont faite? C'était déstructurer, démanteler ce qu'il y avait encore comme vestige de cette armée-là. Ils ont cassé l'armée. On a eu d'abord un chef d'état-major général rwandais. Nous avons eu par la suite les Ougandais, je crois, qui avaient notre appareil sécuritaire. Et que ces gens-là ont déstructuré l'armée. Ils ont déstructuré nos autres services de défense, de sécurité, à telle enseigne qu'on devait être à la merci d'eux pendant toute l'existence peut-être de la République démocratique du Congo. Mais chaque fois qu'ils se sont rendus compte que le Congo essaie de comprendre, il y a certains Congolais essaient de comprendre, on revient toujours à la même chose. On revient toujours à la case départ. On revient toujours à la case départ. Oui. On provoque des choses. Et comme il y a des Congolais véreux et consorts qui ne comprennent rien à rien, et voilà, ils se soutiennent. Nanga a dit qu'il partait à l'opposition parce qu'il y avait malgouvernance et consorts. Mais on l'a suivi à Goma, non? Il est en train maintenant de soutenir le fait qu'il y a des Tutsis et consorts qui sont stigmatisés. Et voilà, le discours qu'il est allé avaler. Alors qu'officiellement, il est allé en rébellion parce qu'il y avait malgouvernance. Et on n'a pas vu dans son speech quelle était la place de la malgouvernance là-bas. Mais il y a deux options aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce monde-là qui va... Non, non, ça ne va pas produire de fruits, les deux fronts... Écoute, moi, ce que je crains, dans ces sommets-là, c'est quoi? Que Luanda soit brouillé. Parce que Luanda est clair. Il y a des négociations entre États. Il y a Nairobi entre groupes rebelles. Or, Kagame, en examinant la situation, il a trouvé que si on va avec Luanda jusqu'au bout, il est perdant. Alors, il faut troubler l'eau. Mais c'est Ruto qui a demandé ces Mais écoute, Ruto... J'ai parlé ici, monsieur, que le changement du pouvoir au Kenya, qui est démocratique et consort, mais qui, sur le plan ethnique, parce qu'il faut toujours ne pas perdre cette question d'ethnie, qui est beaucoup plus sensible dans d'autres pays, notamment les Rwandais et le Kenya. Il y a juste une ligne. Vous avez les Tutsis, vous avez les Hutus et ailleurs. Tandis qu'ici, il y a une pléiade de tribus, à telle enseigne qu'une tribu ne peut pas prétendre prendre de l'ascendance sur une autre. Donc, je vais terminer peut-être par là pour dire que la négociation, elle n'était pas exclue déjà dès le départ. Il était prévu dans ce que les gouvernements appelaient front diplomatique, donc, et que le Goma, la chute de Goma ou la prise de Goma, se trouve comme être un accélérateur. Se trouve être comme un accélérateur. Les autorités ont refusé qu'on dise que Goma est tombé. Il faut dire que Goma est occupé. Bon, l'occupation de Goma, je voudrais dire ça, que l'occupation de Goma, on veut présenter ça comme un accélérateur. Parce qu'il faut se mettre en tête que on ne déroulera plus les tapis comme on avait déroulé aux forces rwandaises sous AFDEL jusqu'à Kinshasa. Ces gens-là bien le savent, qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ça, ils le savent. C'est ainsi qu'ils cherchent à faire d'autres actions en passant par nos frontières peut-être à l'ouest pour essayer de déstabiliser le pouvoir. On est vraiment dans l'impasse, on va dire ça comme ça, parce que Kagame dit qu'il faut demander au gouvernement congolais de négocier directement. Mais Kagame, non, c'est ça le problème. Kagame ne pas
il ne peut pas dicter sa politique au Congo. Non. Non, parce que j'ai l'impression que quand Kagame parle, les gens pensent que ce que Kagame dit doit se réaliser. On a posé, il n'y a pas 2 ou 3 jours, je ne sais pas moi, 4 jours, à Kagame une question sur CNN. Il y a l'impasse, oui. Sur CNN, on lui a posé la question de savoir s'il y a ces militaires au Congo. Vous connaissez sa réponse? Oui, bien sûr. J'ai même repris. Oui. On lui a parlé des questions de minerais. Tu as compris sa réponse? Et jusqu'à même s'attaquer aux receleurs pour dire, mais on parle de minerais là-bas, est-ce que c'est nous qui en profitons? Donc vous comprenez cela? Oui. Donc, ça voudrait dire quoi? Oui. Depuis, je suis d'accord avec ce que Henri dit. Oui. C'est-à-dire que depuis 60, il faut voir même quand Lumumba a nommé ses premiers ministres, c'était de l'engouement. Aller prendre le villa des Belges, ils étaient dans des voitures Ford qu'on leur avait payées à cette époque-là. Ça s'est presque limité jusque-là. Donc c'était quoi? C'est ils prennent le pouvoir, en fait, ils vont diriger, ils seront des gouvernants, ils vont jouir. Et aussi longtemps que nous aurons à prendre la politique ou le pouvoir politique dans le sens de jouissance, tout ce qui nous arrive, nous arrivera. Nous n'avons pas. Les gens refusent de comprendre jusqu'à aujourd'hui, parce que tout ce monde, tu as vu, tout ce monde qui dit que j'ai 40 députés, j'ai 20 sénateurs, j'ai autant de députés provinciaux, je dois avoir autant de ministères. Mais ces gens-là se sont tus. Oui. Se sont tus. Ils ne nous sont pas dit que, voilà, nous avons autant de députés, comme ça nous pouvons mobiliser dans nos fiefs autant de gens pour gagner les rangs de l'armée. Ils n'ont pas dit cela. Pas du tout. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens viennent en politique pour jouir. Et quand les gens viennent en politique pour jouir, ils sont déjà dès le départ, sans être corrompus, de manière... sans être corrompus, donc de manière factuelle. Oui. Donc il s'est déjà corrompu parce qu'on pense que la politique en République démocratique du Congo, c'est la voie la plus courte pour se faire de l'argent. Donc vous voyez, alors, aussi longtemps que nous n'allons pas nous départir de cette façon-là de voir les choses, ce n'est pas les dialogues ce n'est pas l'organisation qu'on vante tant qui va changer cette façon de voir. C'est l'émergence d'autres esprits qui doivent casser avec cette façon de voir les choses. Donc merci. Je crois que qui aujourd'hui s'inscrit dans cette voie, tout à fait, qui pourra faire émerger d'autres personnes de telle manière qu'on aille dans cette voie-là. Pas la voie de jouissance, mais la voie de prendre nos responsabilités pour gérer notre cité. Et là, ça marchera. Et là, ça marchera complètement. Merci beaucoup. Monsieur Moïse Moussangana, on termine avec vous, Monsieur Henri Chibanara. Quelle est votre proposition par rapport à ça? Senko et CC, vous n'êtes pas tellement partant. Sommet de Dar es Salaam, vous n'êtes pas non plus partant, si je vous ai bien compris. Mais qu'est-ce qu'il faut? Dan, je pense que... En ce moment, si le chef de l'État, si vous étiez à la place du président Tshisekedi, que feriez-vous, que prendrez-vous comme décision? Bon, d'abord, je n'ai pas dit que je ne suis pas partant pour Senko. C'est-à-dire, moi, je trouve que ce sont des gens qui ont aussi la latitude de cerner les problèmes ou les problématiques et réfléchir là-dessus. C'est pourquoi j'avais demandé à mon aîné que je ne trouvais pas prudent de commencer à comptabiliser les fautes des uns et des autres. Sinon, on va se retrouver en comptabilisant aussi les fautes du gouvernement, du chef. Et on ne sait plus avancer par rapport à la situation. Bloqué. Moi, je pense que tout doit être puisé en interne. Parce que regardez, avec les sommets là, au finish, il y aura toujours cette triste répétition. C'est-à-dire, supposons, ou considérons cette hypothèse-là que Félix Tshisekedi se retrouve devant AFC M23. L'une des premières choses, ils vont réclamer comme d'habitude
on ne doit plus être poursuivi. Nous acceptons de nous retirer. Amnistie. Voilà, amnistie. Deuxièmement, vous nous donnez quoi? Non, tel poste ou tel poste. Et troisièmement, qui est le danger dans tout ça, c'est quoi? Je suppose, hein, dans cette hypothèse-là, pour réfléchir, Nanga part avec un papier où voilà ce qu'on nous a donné. Il va aller donner ça à Kagame et Museveni. Ce sont eux qui vont dicter les personnes qui vont animer ce que lui obtiendra des négociations. Et on va revivre les mêmes situations. Ces deux-là vont injecter des officiers rwandais et ougandais qui vous viendront comme des civils. Ils occupent des postes là. Donc on ne s'en sortira jamais. Kagame le fait même dans les pays africains et il a des méthodes très sales. Le danger, moi je trouve qu'en interne, Félix Tshisekedi, en s'adressant au Parlement, il a besoin de réflexions. C'est le moment de comprendre qu'il faut ramasser des réflexions, même des inconnus. Comment expliquer que Dan, tu peux vanter, regarde un peu ce que nous offre notre classe politique. Si tu vantes un monsieur, un DG, un ministre, vous n'avez même pas de relation. Dès qu'il tombe sur l'extrait, il vous cherche. Oh non, j'étais très content, prenez 1000 $. Mais qui peut vous appeler que venez, expliquez-moi un peu en détail votre réflexion. Je vous ai suivi sur telle chaîne. Expliquez-moi qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, sur le fait qu'on n'a jamais étudié l'ennemi. Personne ne va vous appeler, mais on va vous appeler pour vous encourager. Il faut continuer à m'encenser, me faire bonne presse. On vous paye. Et ça pourrit. Au lieu que les Congolais pondent des réflexions, ils sont maintenant dans cette course-là. Moi, j'ai vu un ami, un confrère, qui réclame à un ministre, il dit, mais Excellence, mon tweet là de la fois passée sur X, il n'y a pas de retour. Oh, mais le ministre lui dit, quel tweet? On a regardé bien, voilà le tweet. Oh c'est bon ça. Est-ce que les gens vont réfléchir? C'est fini. Donc je pense que nous sommes devant une situation qui n'est que conséquence de la distraction de nous, peuple congolais, de plusieurs années. On a commencé... Mais que diriez-vous au chef de l'État aujourd'hui, si vous est demandé de le conseiller plutôt? Que lui diriez-vous devant tout ce qui Moi, je pense que la meilleure option qui pourrait nous amener à être respectés, c'est la bataille. C'est organiser notre armée pendant ce temps. Les nations se découvrent, c'est pendant des moments pareils. Ils inventent même des bombes, c'est pendant pareils moments. Il doit réunir des scientifiques, il doit réunir nos meilleurs des brevetés d'état-major qui sont abandonnés pour des fausses raisons que ce sont des gens de Mobutu. Non, ils ont été formés, ils peuvent être à la retraite. Tous les pays le font. Pourquoi on consulte les Herman Cohen, qui sont déjà des vieillards? Bien sûr que ça peut marcher. Je pense que ce n'est pas impossible parce qu'on n'a pas encore essayé. Sinon, l'ennemi n'utilise que nos faiblesses pour paraître être plus puissant. Kagame a quel effectif pour occuper la RDC? Il a un sérieux problème. L'espace ici, il ne peut pas. Henri peut accepter que je lui prenne une seconde. Donc je voudrais dire, parce qu'avec ce qu'Henri dit, donc il faut demander au président de la République de ne pas avoir peur, de ne pas être émotionné. Mais absolument, oui, je reprends mes minutes, mon aîné. Okay. Parce que ces négociations-là ne seront encore qu'une corde à son cou. Et il ne va jamais s'en sortir. Dan, ces gens-là ne vont pas quitter cette logique-là. Et tous ceux qui sont derrière... vont toujours aussi tirer les ficelles. Voilà. Mais quand on nomme des chefs coutumiers rwandais, un chef coutumier, c'est un gardien de terre, il garde quelle terre? Sur le sol congolais. Donc, dans leur imaginaire, ils considèrent déjà qu'on doit se battre pour garder ces terres pour nous. On chasse les citoyens congolais. Donc, l'unique option, c'est se battre. Tous ces blancs-là ne viendront pas mourir derrière Kagame au Congo. C'est un soutien aussi qui est de loin parce que le Congolais ne réagit pas suffisamment. Avec d'abord, débarquer tous les officiers qui ont des liens avec les anciennes rébellions, au MLC, avec les Ougandais, RCD.
ils ne doivent plus assumer des responsabilités au sein de l'armée. Même si on reste avec 50 000 mais des loyaux soldats, ils vont faire l'affaire parce que le Rwanda n'a que 33 000 soldats. Merci beaucoup, M. Henri Tchimbalanga, d'avoir pu parler cette émission. Merci beaucoup, M. Moïse Moussangana également, de votre participation, votre retour sur Congo Buzz depuis l'année 2024. 25. 25. Je suis en retard. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour cette émission. On espère vraiment que vous l'avez aimé. Un bon débat. On aurait aimé vraiment avoir quelques minutes de plus. Mais bon, la télé a ses aléas. Si Dieu le permet, on se retrouvera avec le même casting peut-être prochainement. On vous dit donc au revoir à la prochaine. On souhaite que le Congo retrouve la paix. Bonne suite de journée chez vous. À très bientôt.